Bien. Chers invités, je vous remercie. Donc, dans le cadre de ce séminaire, il nous a été demandé hier de passer un exercice. Donc, j'aurai le plaisir de vous présenter ce matin la contribution qui est la nôtre. Donc, je présente ici le projet de la classe de déroulé. On va essayer de le dérouler en fonction de ce qui a été demandé. Et on va faire exactement un exercice académique. Donc, les différents points que nous allons parcourir sont les suivants. Quoi, que faire, comment mettre en œuvre, pour agir, quand, qui. Et on a ajouté une question complémentaire avec quoi. Ce sera notre contribution. Alors, quoi? Donc, le problème, c'est de doter LibreVille d'un atlas. Un atlas, c'est un document dans lequel on rassemble des cartes avec des commentaires, des graphiques et des trucs. Dans le contexte, il y a trois éléments essentiels. Le premier élément, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, on n'a jamais produit un atlas de LibreVille. Deuxième élément de contexte, LibreVille connaît une croissance rapide. Et dernier élément du contexte, les gestionnaires de la ville ont besoin d'un outil d'aide à la décision. C'est un peu le cadre de ce projet. Diapo suivant. Alors, faire. Que faire? Alors, cette question va nous renvoyer à un certain nombre de tâches à accomplir pour pouvoir aboutir à la réalisation du projet. Donc, ces tâches sont énumérées ici. Je vais vous les citer rapidement. Vous avez l'édition préparatoire. Vous avez la création des fonds de carte, vous avez la saisie et le traitement des données, vous avez l'habillage des fonds cartographiques, la mise en forme des produits cartographiques, la validation des produits cartographiques et puis l'édition de cartes. Donc c'est l'ensemble de ces cartes-là qui vont donner la classe en fin de compte. Alors, comment faire? Comment mettre en œuvre? Comment mettre en œuvre? Vous avez ici un certain nombre d'icônes. Cette image-là renvoie à l'idée d'esprit d'équipe. Il faut une équipe, toute une équipe pour pouvoir réaliser le projet. En ordre d'équipe, on a besoin des ressources matérielles, donc les équipements. Vous avez ici un ordinateur, des logiciels, un scanner, un GPS. Et il faudrait également un chronogramme, un plan de travail. Donc voilà les différents éléments qui vont permettre la mise en œuvre effective de ce projet. Alors la question de où agir. Cette question renvoie à la question à l'aspect de la localisation. Mais en dehors de la localisation, il faut ajouter un autre élément, l'échelle. L'échelle. Alors, ici vous avez par rapport au projet une équipe qui est organisée, qui va aller d'îlot en îlot pour pouvoir récolter, collecter les informations. Si on travaille à cette échelle-là, mais on peut aussi penser à un changement d'échelle, aller beaucoup plus dans le détail. Alors, organisation spatio-temporelle. Donc tout à l'heure, on vous a montré la carte. Maintenant, ces différentes tâches-là doivent être agencées dans le temps. Et bon, ce que vous avez sur le tableau ici, je suis désolé, ça n'apparaît pas très bien, mais je vais vous donner quelques détails. Vous avez ici la liste des tâches, la date de début de chaque tâche, la date de fin de chaque tâche. Donc, chaque tâche, ou chaque groupe de tâches est caractérisé par sa durée dans le temps. Et vous avez aussi des interférences, c'est-à-dire ici vous avez des jalons, les principales tâches qui sont reliées entre eux. Parce qu'il y a des contraintes, il y a certaines tâches qui peuvent être effectuées avant d'autres tâches, et vous avez aussi des tâches qui peuvent être effectuées de façon concomitante, et vous avez des tâches qui doivent nécessairement suivre les tâches préalablement effectuées. Donc, toute cette organisation, elle peut être mise en œuvre en utilisant un certain nombre d'outils, des outils logiciels. Organisation des tâches, qui peut faire quoi? C'est-à-dire, dans ce cadre-là, c'est ce que je vous expliquais dans la diapo précédente. Ici, vous avez le nom des personnes
qui interviennent. Quand je dis personnes, ça peut être des personnes physiques, comme ça peut être des personnes morales. Mais chaque personne, physique ou morale, a une tâche bien précise à effectuer dans un laps de temps bien précis. Donc c'est ce que vous voyez affiché ici. Diapo suivante. Alors, l'avant-dernier à qui peut profiter de ces résultats? Donc je vais dire que le projet d'Atlas de Libreville, c'est un projet d'intérêt général qui va concerner beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs de la recherche, les autorités municipales, l'État, les ONG, les entreprises privées, les citoyens eux-mêmes, les touristes, les étudiants et les élèves. On peut continuer à énumérer la liste des bénéficiaires du projet. Et comment créer l'impact? Donc, l'impact, pour pouvoir faire l'impact sur ce projet, on peut penser à un plan de communication qui tient compte du court, moyen et du long terme. Donc, par exemple, à l'issue du travail, on peut organiser un séminaire ou une conférence. On peut penser à exposer nos produits dans les salons. On peut mettre en place un site web qui va diffuser en permanence l'information. Alors, dernière question, ça c'est une contribution, c'est avec quoi est-ce qu'on peut bien organiser un projet? Donc, il existe des logiciels de gestion des projets, et dans le canevas qui nous a été donné, ces logiciels peuvent être efficaces pour répondre à la question comment mettre en œuvre. Donc, on a des outils qui nous permettent de pouvoir rentrer tous les paramètres qui font en sorte que le projet on puisse avoir la visibilité sur la totalité du projet. Donc, ces logiciels-là vont permettre de répondre à la question comment, où, quand et qui. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. C'était une présentation très transparente, claire, complète. Mes félicitations. Et c'est un sujet avec un potentiel d'exploitation assez large. Je me demande en question, si vous, ici, vous êtes une évaluateur qui reçoit une proposition comme ça, écrite, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Quelqu'un qui voulait bien ajouter son commentaire positif, constructif, à améliorer? Est-ce qu'il y a des aspects, monsieur avait oublié de dire, ou est-ce qu'il y a des aspects qu'il faut augmenter? Si vous sautez à une diapositive, je suis tellement impressionné avec l'application de cet exercice par nos collègues. J'avais une question sur l'idée du projet même, parce qu'il y avait d'autres critères qui peut-être ne rentraient pas dans ce page, la nouveauté. En écoutant, peut-être qu'il a répondu partiellement en nous informant que depuis l'époque coloniale, on n'a pas jamais eu. Et je me disais que l'envergure de ce travail, le débouché, c'est les bases de données. En mise au point de base de données sur cette ligne, je me demandais si vous ne pouvez pas repenser le projet pour voir dans quelle mesure il pouvait y ajouter d'autres aspects de recherche pour que l'envergure soit à la mesure d'attirer l'attention, peut-être pour beaucoup plus de collaboration et beaucoup plus d'impact. Donc voilà. Merci. Donc, vous suggérez d'ajouter des liens avec les autres utilisateurs comme les réseaux, avec plus d'informations liées avec cette même structure. Une bonne idée, comme Nadine avait expliqué, le lien avec la santé, avec la maladie, avec les taux d'éducation, avec les écoles, avec les activités commerciales.
De ma part, j'aime très bien la dernière, c'est une diapositive. Vous avez déjà commencé à identifier les équipes et les secteurs, plus de public commun, mais aussi de recherche. Et ça, c'est dans le même point. On peut utiliser ça comme structure basale, comme fondation pour mettre plus de liens pour la recherche là-dessus, mais aussi la conférence, le salon là-bas, le salon commercial. Si on voit comment Google Earth, par exemple, c'est utilisé par le commerce autour du monde pour appliquer ou développer des applications de logiciels là-dessus pour retrouver le commerce et des activités commerciales. Donc, ça devient une retenue pour vous dans le futur possible. Et ça me donne une question qui saute dans ma tête. Vous n'avez pas parlé de la budget, de la finance, c'est beaucoup de chiffres, c'est assez large, la tâche de travail, c'est assez divers, et d'où viennent les finances? C'est tous finances publiques. Dans ce cas, ce sera dissimulé gratuit à des utilisateurs, ou est-ce que vous pensez que ce sera financier avec fonds publics et privés? Dans ce cas, il y aura des applications commerciales aussi. Donc ça, peut-être qu'il faut penser à ça. D'où viennent les finances et comment on fait quelque chose qui est intéressant pour les commerces aussi, sans perdre le réseau fondamental pour les fonds publics et gratuits. On peut faire les deux. Est-ce qu'il y a des autres commentaires, suggestions, des idées positives à améliorer? Bon. Merci beaucoup, c'est un très bon début. Très bon. Est-ce que je peux inviter les deux liens, s'il vous plaît? Pendant qu'ils se préparent, on est en train de présenter sur les devoirs. Donc, il y a ceux qui sont venus entre-temps, qui ont préparé les devoirs, vous pourrez signaler. Mesdames, Messieurs, je vais d'abord vous présenter mes excuses pour ne pas avoir pu organiser mes diapositives pour vous présenter vraiment quelque chose de bon, parce que je ne m'attendais pas à l'exercice, mais j'ai le projet quand même en tête. Je vais vous présenter le projet La Tech de l'Université des sciences et techniques de Masuku qui est en gestation. Ce projet part d'un problème que nous avons pu constater. Le problème, c'est que nos diplômés sont souvent des chômeurs alors qu'ils ont une bonne formation et
nous estimons que nous les avons formés à être des consommateurs d'emploi plutôt que des créateurs d'emploi, puisque nous n'avons pas beaucoup de chefs d'entreprise autonomes à ce niveau. Alors, que faire pour pouvoir résoudre ce problème de diplômés chômeurs? Nous pensons qu'il faut intégrer la culture d'entreprise dans la formation universitaire pour produire des diplômés créateurs d'emploi. Mais comment faire ça? Nous pensons pouvoir créer un laboratoire d'appropriation technologique que nous appelons la TEC, qui a une méthodologie basée sur 3 dimensions. Les 3 dimensions que nous résumons en sigle IFA. IFA, ça veut dire information pour créer une plateforme de visibilité, de technologies valorisables, d'acteurs qui ont réalisé les résultats et bien sûr des résultats pour intéresser les candidats à venir. Une fois que Solatec a créé son unité de recueil d'informations, de traitement de ces informations et choisi un projet comme étant valorisable, alors nous passons à la deuxième étape, qui est l'étape de la formation. L'étape de la formation pour s'approprier la technologie nécessaire au projet. C'est-à-dire, une fois que nous avons décidé de faire tel projet, il faut maintenant faire venir l'expertise, ne pas nous contenter seulement du transfert, parce que le transfert, l'expertise peut arriver, et quand l'expert est reparti, il ne nous reste plus rien. L'appropriation ici, c'est que l'expert vient nous donner une formation et nous nous approprions cette formation pour qu'après son départ, nous puissions toujours gérer la situation. Enfin, une troisième dimension, c'est l'accompagnement sous forme d'incubation d'entreprise. Nous estimons donc que si nous arrivons à créer ce laboratoire d'appropriation technologique basé sur ces 3 dimensions, nous pouvons quand même intéresser nos étudiants à devenir des créateurs d'entreprises à la fin de leur vie. Alors, où est-ce que cela doit se passer? Cela ne peut pas se passer dans l'enceinte de l'université puisque nous sommes déjà à l'étroit. Et aujourd'hui, nous avons un projet de coopération avec la commune de Franceville, un projet que nous appelons Unicité, pour créer justement l'interface recherche-développement pour que ce que nous faisons à l'Université des sciences et techniques de Tomasoko puisse arriver du côté de la population de la commune. Et dans ce projet, la commune s'engage à héberger notre laboratoire, c'est-à-dire ce sera un laboratoire sous forme de technoparc. Si la commune donc héberge le laboratoire, il ne nous reste plus, nous, à l'intérieur de l'université, que de développer les 3 dimensions IFA. Alors, par qui? Non, pendant combien de temps pouvons-nous penser arriver à lancer une entreprise avec nos propres étudiants? Nous pensons que dans un délai de 3 ans, si nous les prenons déjà en cours de formation et nous les intéressons en cours de formation, une année suffirait pour le centre d'information pour avoir quand même un projet ou 2 projets ou 3 projets à développer à la fin de l'année. Une année pour la formation d'appropriation technologique et une année pour l'incubation de l'entreprise. Ce qui ferait que, après les 3 années, le candidat qui aurait été choisi ou les candidats qui auraient été choisis seraient en mesure d'avoir au niveau du laboratoire un centre pilote de démonstration et développer ce centre pilote de démonstration sous forme d'entreprise. Alors, par qui les différentes tâches pourraient être réalisées? Nous pensons aux enseignants du département qui seraient des promoteurs des projets. Nous pensons aux étudiants qui auraient manifesté plus d'intérêt
et d'aptitude dans le domaine concerné. Et nous pensons aux partenaires institutionnels ou industriels qui ont produit des résultats. Et cela nous donnerait quel impact, bien sûr. Le diplômé deviendrait créateur d'entreprise et d'emploi. Il y aurait des employés salariés et il y aurait le rayonnement de l'entreprise au niveau des collectivités locales. Alors, la cité qui bénéficierait d'innovation et l'université qui gagnerait une visibilité d'interface au chef de développement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque quand on arrive dans notre environnement, on ne voit pas ce que nous avons fait dans la cité. Alors ici, pour conclure, je vais vous donner un exemple de projet. Un exemple de projet qui rentre dans la programmation, dans le choix de l'école polytechnique. Il y en a d'autres au niveau de l'INSA, l'Institut national supérieur d'économie et de biotechnologie. Alors, au niveau de l'école polytechnique, département génie civil, on a décidé de lancer des recherches sur la production et l'utilisation des matériaux locaux de construction. Les partenaires de ce projet seraient bien sûr l'école polytechnique d'Omassoubou pour l'encadrement du projet. Nous avons contacté une entreprise d'Afrique du Sud, Hydraform, qui produit des tuiles et du béton de terre stabilisé et qui a construit des immeubles de grande envergure qui ont prouvé que donc leur technologie est une bonne technologie pour la valorisation des ressources locales. Et pour organiser ce technoparc, pour organiser la gestion de cette incubation d'entreprise, nous avons pensé à la Sopartec de l'Université catholique de Louvain, qui a, depuis 1973, créé à peu près 145 entreprises de très grande envergure et d'allure internationale. Nous avons bien sûr la commune de Franceville qui héberge le parc. Ça veut dire donc que nos activités désormais vont se faire en consortium entre la commune qui héberge l'université et qui va héberger ses projets, l'université elle-même qui doit maintenant être dynamique pour produire des éléments de rayonnement de la recherche-développement et bien sûr les expertises extérieures qui viendront nous aider à affiner notre produit. Nous pouvons donc dire qu'il existe des conventions de coopération avec ces partenaires institutionnels et industriels et que les projets que nous développons rentrent dans la préoccupation de développement du Gabon aujourd'hui, à savoir la valorisation des matériaux locaux, leur utilisation sous forme de technologie d'innovation et enfin cette grande préoccupation qui est la formation à la culture de l'entreprise qui apparemment n'existe pas encore aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Très bien. Encore, même question à vous. Si vous êtes évaluateur et reçoit une demande de finances, quels sont vos commentaires et suggestions? Merci. Monsieur Mapan Bouchi, directeur des études chargé de la recherche à l'ISI. Je vais d'abord féliciter l'orateur, le docteur Joseph. Et heureusement qu'il a pensé sur la politique, en fait, il doit sûrement mettre l'accent sur la politique et les mesures d'accompagnement, puisque c'est le grand problème en fait, qui se pose ici au Gabon. La première école qui a eu à ouvrir une filière sur la création d'entreprises, c'est l'IST, et c'était l'idée du président, du défunt président Bogo, donc financé par le gouvernement et FODEX et d'autres organismes. Donc ici, les étudiants sont formés de la première année jusqu'en licence
Et il était prévu qu'au terme de leur étude, ils recevaient, en fait, les étudiants présentaient, soutenaient leur projet. Et les projets bancables étaient en fait accompagnés par, les bons projets étaient bancables, puis accompagnés par le gouvernement pour ouvrir des entreprises. Mais malheureusement, nous sommes maintenant, là c'est la deuxième, la troisième promotion qui sort. Et Forex, tous les organismes qui étaient derrière ne respectent plus ce qu'ils avaient prévu au départ. Donc, comme vous avez peut-être pensé à l'extérieur, c'est sûr qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'extérieur qui pourra peut-être accompagner vos étudiants. Et puis, pour sortir, il faut quand même plus d'argent, plus moyens pour pouvoir commencer avec la création d'une petite entreprise. Mais si vous les laissez tout simplement avec le diplôme, ils pourront le faire. Et le problème se présente à l'IST. Par exemple, quand ils sortent obligés d'aller dans des entreprises privées ou alors travailler dans la fonction publique et non quand même créer une entreprise parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des autres commentaires, suggestions? Question sur question, oui. Je vous remercie aussi bien pour votre présentation et surtout pour les idées profondes qui ont été tout à l'heure apportées. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous aviez fait dans votre projet une estimation, par exemple, du coût d'exploitation des matériaux locaux? Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans le laboratoire d'un ami à l'île 1. Il passait son doctorat en génie civil et il me montrait des matériaux. Il me disait, moi, ceci, on pourrait fabriquer des immeubles chez nous avec la compression, les briques sous forme de compression, sans rien ajouter d'autre. On utilise une machine pour comprimer autant pour moi l'air, emprisonner les bulles d'air et ensuite avoir un matériau assez solide, totalement imperméable. Et je lui disais, mais est-ce que tu as estimé le coût de l'exploitation, les machines qu'il fallait faire venir, et ainsi de suite? Et c'est la même question que je vous pose à vous ici. Est-ce que vous avez imaginé ou du moins faire une estimation, fût-elle approximative, du coût d'exploitation des matériaux locaux, parce que c'est assez difficile aussi, que ce soit la chaux, le gravier ou autre chose, le bois même. Oui, pour vous donner une idée de comment nous avons apprécié la différence de coût entre les matériaux importés et les matériaux que nous allons nous comptons produire, je vous donne quelques informations. Nos matériaux ici sont faits sur base de la terre. La terre qu'on peut trouver à n'importe quel endroit, on peut toujours la travailler selon la technologie hydraforme. La technologie hydraforme, c'est la compression, n'est-ce pas? C'est la compression et la stabilisation avec un minimum d'ajout. Ce qui est aussi intéressant pour la technologie hydraforme, c'est que les briques n'ont pas besoin de mortier de joint. Ce sont des briques qui s'imbriquent l'une dans l'autre jusqu'à la fin du mur ou à la fin de ce centre. 3. Nous comptons remplacer la tôle Bakalu que vous connaissez tous parce que chacun de nous a essayé de construire. On connaît le coût de la tôle Bakalu par rapport à la tuile qui serait produite. Nous sommes arrivés à un rapport de 1 sur 50, c'est-à-dire nous pouvons réduire le coût du Bakalu de 50 par rapport à la brique qui serait produite. Donc, quand on calcule tout ça, l'investissement vaut la peine. Mais l'investissement, ce n'est même pas grand-chose. Les machines hydraformes, celles qui pourraient nous aider à commencer notre projet, ne coûtent que l'équivalent avec ces accessoires de 50 à 60 millions de francs CFA. 50 à 60 millions de francs CFA, vous savez, c'est je ne dirais même pas le prix d'une villa. Une villa, c'est beaucoup plus que ça. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est ça. Hydraforme que nous avons contacté nous livre la machine avec l'équipe de formation. L'équipe de formation et ne nous quitte qu'à partir du moment où notre équipe est capable de produire la chose.
Donc, vous comprenez qu'à ce sujet, tout est bon. Au sujet maintenant du calcul économique de rentabilité économique, avec précision, voilà pourquoi nous avons la SOPATEC de l'ICL qui a des très rodés dans ce genre de situation et qui peut toujours nous aider et nous orienter, nous accompagner. Donc les calculs sont faits. Malheureusement, je ne savais pas que j'allais présenter le projet comme ça, puisque c'est un projet encore en gestation. On n'a pas encore lancé le projet, il est encore en gestation. Et je pourrais peut-être donner comme information que le cadre théorique du LaTeX a été publié dans la revue en ligne du Sénat-Est, Sciences Sud, numéro 1. Donc, si on veut voir un peu plus de détails sur ça, on peut lire cet article-là, mais nous sommes en train d'affiner les données de cet article-là, qui a été publié en 2008. Nous sommes en 2011, ça veut dire que nous sommes déjà en retard pour le lancement du cadre expérimental, mais depuis 2008, nous pensons à ce projet. Voilà ce que je peux vous donner, mais les calculs sont faits, plus ou moins approximativement, comme vous avez dit, mais les calculs professionnels et la commercialisation professionnelle, nous comptons sur le partenariat avec la SOPATEC. Je voudrais aussi ajouter ceci. La SOPATEC a été créée par l'université de Louvain en 1973. Ça veut dire que c'est une université qui a aussi resté dans la torpeur sans rien produire pendant plusieurs années. Mais depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, le parc a plus de 100 entreprises. Ça veut dire que ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Et ils ont pensé à séparer la direction de la recherche qui correspond à peu près aujourd'hui à nos commissions scientifiques ou à nos vice-recteurs chargés de la recherche, avec la SOPATEC pour lui donner beaucoup plus d'autonomie d'action. Autonomie d'action, autonomie de contact. Donc, en réalité, nous n'inventons rien, nous sommes dans la ligne de ce qui se fait. Voilà. Voilà. Vous avez deux questions. Donc, oui, s'il vous plaît. Oui. Merci. Je trouve le projet particulièrement original et intéressant pour l'économie gabonaise. Je suis économiste, excusez-moi. Et vous avez notre argument à votre actif, et là je rencontre une expérience professionnelle, c'est que les maisons construites avec ces matériaux, c'est presque prouvé, nous fournissent une économie d'énergie en termes de consommation d'électricité d'à peu près 40%, ce qui n'est pas rien. Et les matériaux sont mieux adaptés également par rapport à l'air marin du Gabon. C'est un autre argument. Mais je voudrais revenir sur la méthodologie globale. Et là, je pose la question à notre ami expert, et peut-être à vous aussi, est-ce que pour la meilleure appréciation de l'impact et de l'envergure du projet, et notamment pour les partenaires banquiers, est-ce qu'il n'est pas possible de faire quelques projections sur le nombre d'entreprises qui sont susceptibles d'être créées d'une part, et même sur l'impact en termes d'accroissement de revenus? C'est des choses que les économistes font généralement. Et à mon avis, je crois que là, il y a un vrai enjeu pour France-Ville et même pour tout le Gabon. Je peux ajouter mon idée là-dessus. Oui, effectivement, un aspect que j'aime avec cette proposition, c'est l'aspect multiplicateur. C'est bon d'aider une petite entreprise au moyen de créer cette entreprise et d'incuber ça. Mais de former les gens et de réutiliser cette expérience comment d'incuber une entreprise dans la prochaine entreprise et d'augmenter l'entreprise jusqu'à 50, 100 entreprises. Ça devient une recherche assez importante. Et donc à cet aspect, je pense que ça c'est très important de voir des partenaires qui appartiennent des aspects de formation. Et l'autre aspect que je veux vous suggérer, c'est vraiment penser à chaque entreprise
entreprises, start-up que j'ai créées, d'aider d'entrer dans le marché. Dans mon expérience, il y a pas mal d'entreprises qui ont un très bon produit, qui a des idées avec les clients initiaux, mais qui n'ont pas de capacité de masse critique et de visibilité de vraiment entrer dans le marché. Si on rentre le premier client, on a des références, des clients de référence. Après, il se pousse bien commercial. Mais le début, ça, il faut vraiment aider. Pour autrement, ça reste dans l'incubateur, ça reste une petite entreprise avec un bon produit sans clients. Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'était une autre question. Oui, merci. Oui, Raphaël Dicamba, secteur de l'USM en charge de la recherche. Je connais un peu le dossier, même s'il est encore dans les cartons. Donc, ce n'est pas pour le torpiller ici, c'est au contraire pour avoir l'avis des experts et des autres participants. Je fais mienne le deuxième volet de la remarque du secteur de l'UOB à propos des partenaires. Et donc, les banques, je ne reviendrai pas dessus. Mais par rapport aux partenaires aussi, il faudrait peut-être qu'on pense aussi à la CEMAC, qui, lors la semaine dernière, parlait de la formation à l'entrepreneuriat. Je crois qu'avec l'AEF, peut-être, nous pouvons cibler des gens qui peuvent venir nous aider. Il a répondu à ma deuxième remarque parce que je parlais un peu, je me posais la question du début du projet. Depuis que j'ai entendu parler du projet, il n'est pas remonté au rectorat. Il a répondu à la question en disant qu'ils sont un peu en retard puisque depuis 2008, on les attend. Et à la fin, il a parlé des étudiants choisis. Je suppose que le chômage devenant galopant, ils vont forcément avoir les candidats, comment ils comptent les choisir, et par rapport à la mise en place d'une entreprise, quel serait l'apport des étudiants. Voilà mes trois remarques. Je vous remercie. Et une dernière question à la et après on fait une petite pause pour le petit déjeuner. Oui. Voilà. C'est possible de prendre le déjeuner. Merci. Merci, monsieur l'exposant. Félicitations pour votre projet. Ma première remarque concerne, disons, une espèce de doublon entre votre projet et me semble-t-il un autre projet qui existe déjà sur le terrain, notamment du côté du ministère de l'urbanisme. Il me semble qu'il y ait de ce côté-là déjà une unité de production de matériaux de construction à base d'argile, qui était censée justement être mise à contribution dans le cadre de la politique de logement initiée par l'État. Donc j'aimerais savoir, est-ce que ça ne va pas faire une sorte de double emploi et comment est-ce que vous allez pouvoir créer, si possible, une synergie avec ce ministère-là qui pourrait peut-être devenir un partenaire. Alors, donc ça c'est ma première question. La seconde concerne le type de matériaux. Jusque-là, on a tendance à aller vers la production de briques à base donc, de matériaux locaux, mais on ne pense toujours pas, me semble-t-il, à la transformation de la planche, parce que non, justement, de nos applications aujourd'hui sont des constructions en planche. Est-ce que le STM ne peut pas initier également un projet analogue, mais cette fois-ci concernant la planche? On sait que les pays comme les États-Unis, au nord du Canada, ce sont des pays où, pourtant des pays froids, où il y a un climat tempéré, mais où la majorité des constructions sont en planche. Mais c'est du bois travaillé. Je me souviens de cette anecdote où j'ai reçu un Américain chez moi et qui était étonné de constater que les Gabonais vivaient pour la plupart dans des maisons en parpaing. Donc nous avons une richesse qui est là,
Nous avons un projet gouvernemental aussi de transformation du bois, donc d'opportunités de création d'emplois. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une brèche qui pourrait s'ouvrir à la recherche, à développement du côté de la faculté de l'UST? Bon, je serai bref, mais je vais vous donner les informations qui vont vous tranquilliser. La semaine passée, nos enseignants, avec leurs partenaires d'universités françaises, ont animé un séminaire sur le matériau bois et la valorisation du matériau bois dans le sens où vous voulez que cela aille. Mais même parallèlement à ça, vous vous souviendrez qu'il y a quelque temps, il y a eu la conférence des maires francophones à Lausanne, en Suisse, où ils ont la renommée de construire des jolis chalets en bois. Et à cette occasion, il a été signé entre le gouvernement gabonais et un canton de Suisse un accord de partenariat qui va dans le sens précisément de l'utilisation du matériau bois dans la construction. Nous sommes branchés sur ces opportunités et effectivement, des constructions en bois, ça rentre dans le cadre des matériaux, de la valorisation des matériaux. Donc nous sommes vraiment à la figure de l'information et des opportunités. Pour terminer cet exercice, un dernier commentaire. Je n'avais pas vu dans la présentation ici vraiment des chiffres des finances. Et à la fin, ça c'est toujours une des aspects qui est vraiment très important. Combien de chiffres il faut investir? Est-ce qu'il y a le moyen de cofinancement public et privé, de diminuer les risques, comme je l'ai dit hier? Et en plus, qu'est-ce que c'est le profit? Comment de rentrer dans le marché? Laquelle constitue le marché? Est-ce que vous avez une entreprise qui appartient à tous les marchés entiers, comme monopoliste, ou est-ce qu'il y a des souches dans le marché où il y a moins de compétitivité et vous devenez un spécialiste là-dessus? Ce sont des aspects de base au niveau commercial qui sont très importants pour les petites entreprises acquisies. Donc, ce sont des aspects non techniques qui vont diriger le succès d'une entreprise ou non. Et aussi, ça, c'est important dans une proposition pour le financement, même pour les fonds publics. On peut investir l'argent public dans des projets multiplicateurs à réutiliser les connaissances ou à augmenter cet investissement public dans les sociétés en général, pas dans les projets individuels, mais dans les sociétés en général. Donc, l'aspect multiplicateur, ce sera plus important après la première expérience. Et de même façon, pour les investisseurs privés, c'est très important de voir combien de fonds il faut investir et combien de fois le profit sera créé dans le futur. Autrement, n'investissent pas. Avec ça, je vous propose de faire une petite pause petit déjeuner et de revenir après dans 15 heures, 20 minutes pour la prochaine présentation. Merci beaucoup.
Yes. I didn't give you my address yesterday. Well, having to do I just now you have my personal address. Yeah, I will pay it. Yes, please. I just as a reminder. What I consider was the assembly.